J'ai le cœur serré et des frissons à chaque fois que je repense à cette enfance brisée. Que ce soit en livre audio ou en format papier, l'impact de ce récit est vraiment foudroyant. Il s'agit de Chagrin d'école, de Daniel Pénac. Une plongée vertigineuse dans l'enfer intime de l'échec scolaire. Et cette lutte viscérale pour survivre à son propre cerveau, on y suit Daniel. Un enfant condamné à la nullité. On le surprend là pétrifié sur sa chaise, répétant le mot « jura » inlassablement, jusqu'à en perdre complètement le sens et la raison. Un cancre absolu, incapable de mémoriser l'alphabet, qui finit pourtant par devenir l'un des plus grands écrivains et pédagogues de notre époque. C'est quand même difficile à concevoir, non? Ah oui, et l'enjeu est colossal. S'il ne trouve pas une issue, c'est sa vie entière qui s'effondre sous le poids de la honte. Ce qui est fou quand on commence cette exploration, c'est que cette trajectoire défie toute logique. Bah oui, parce que le drame qui se noue dans ces pages, ça n'a rien à voir avec le stéréotype classique de l'enfant défavorisé. Exactement. On imagine souvent l'échec scolaire lié à une fracture sociale, à des drames familiaux lourds, mais là, pas du tout. Non, le décor est presque idyllique. C'est la construction lente d'une identité basée sur le vide, mais au sein d'un environnement qui aurait dû le protéger. C'est ça, Daniel grandit dans une vraie bourgeoisie d'État. Son père est polytechnicien. La maison déborde de livres, de mots, de discussions à table. Les parents sont hyper présents, aimants. Et pourtant, c'est le naufrage absolu. Il devient un cancre étalon. La référence incontestable de la nullité, comme il dit. Mais concrètement, comment ça se manifeste au quotidien, un blocage pareil, pour un gamin aussi bien entouré? C'est un blocage cognitif total. Et terrifiant, tu vois. Imagine l'effort colossal que ça demande. Il lui faut une année scolaire entière pour réussir à imprimer la lettre A dans sa mémoire. Une année entière pour une seule lettre? C'est inimaginable. Et à ça s'ajoute une dysorthographie sévère. C'est pas juste faire des fautes, c'est une incapacité profonde à capter l'architecture de la langue. Les mots se délitaient sous ses yeux, quoi. Tout à fait. Les mathématiques, c'était d'un brouillard impénétrable. Mais le vrai drame, c'est la charge émotionnelle qui se greffe là-dessus. L'identité de l'échec. Voilà. Elle n'est pas seulement des mauvaises notes, elle se fiche parfois autour d'événements super banals en apparence. Ah, ça me fait penser à cet épisode marquant à Djibouti. La fameuse scène fondatrice. Ouais, l'enfant a tout juste 6 ans. Il joue et par accident, il tombe dans une poubelle municipale. Et là, l'odeur, la chaleur étouffante de Djibouti, le contact direct avec les détritus, c'est un choc physique. Physiquement, on le sort de là tout de suite. Mais dans sa tête, les dégâts sont faits. L'enfant opère une traduction littérale. C'est foudroyant. Il intériorise le truc en se disant « je suis tombé dans les ordures, donc je suis un déchet ». À 6 ans, le cerveau est capable de transformer une simple métaphore en une véritable réalité identitaire. C'est terrifiant. Et cette perception complètement altérée de lui-même va se heurter au regard de ses parents. Surtout le regard de sa mère qui pèse lourd, très lourd, même si elle n'est jamais malveillante. Non, c'est pas de la malveillance, c'est une angoisse silencieuse qui la consume, une peur viscérale. Elle répète inlassablement cette même question. Tu crois qu'il s'en sortira un jour? Cette angoisse, elle vibre dans toute la maison, alors que le père, lui, il essaye de maintenir le navire à flot avec un peu d'ironie bienveillante. Il refuse le drame, il cherche à faire sourire pour faire baisser la tension. Mais l'enfant, avec sa sensibilité à vif, il capte parfaitement ce grand écart. Il reçoit l'amour de ses parents, bien sûr, mais il lit aussi sa propre monstruosité dans l'angoisse de sa mère. Il comprend qu'il est une anomalie. Et cette conviction modifie physiquement son rapport au monde. Les mots deviennent carrément des menaces. C'est fascinant d'ailleurs, de voir comment il perçoit la simple vue d'une majuscule. Ah oui, la majuscule. Pour nous, c'est juste une règle de grammaire. Pour lui, c'est une muraille. Il la décrit comme un immense panneau clignotant qui hurle « Interdit aux crétins ». Le mot devient une forteresse imprenable. Alors son cerveau choisit la seule option possible, il efface immédiatement l'existence du mot. Ce qui nous amène à la réaction de l'institution scolaire face à ça. C'est un point central du récit. Bah oui, que fait le système quand il a face à lui un gamin paralysé par la peur? Au lieu d'essayer de comprendre l'origine du blocage, l'école agit souvent comme un véritable broyeur. La brutalité du milieu scolaire de l'époque est disséquée avec une précision clinique. On est bien au-delà de la simple évaluation chiffrée. On touche à une destruction systématique de l'estime de soi. Et c'est orchestré par les figures mêmes qui sont censées élever l'enfant. Les anecdotes sur certains profs sont juste glaçantes. Leurs phrases sont choisies pour blesser, publiquement. Comme ce professeur, au moment de rendre les copies, Exactement. Devant toute la classe qui retient son souffle, il lâche un énorme « -38 Penachioni »,
la température baisse. L'humiliation comme méthode pédagogique, c'est affreux. Ou cette autre réflexion qu'on lui crache au visage, vous avez de l'eau de vaisselle dans le crâne. Sans oublier cette directrice de collège. Dans un accès d'allégresse presque sadique, elle s'écrie de joie en lui prédisant qu'il n'obtiendra jamais aucun diplôme. Face à des adultes qui agissent comme de vrais prédateurs, l'enfant n'a pas d'autre choix que de fuir. L'instinct de préservation prend le dessus. Et il faut vraiment voir ces échappatoires non pas comme de la rébellion, mais comme des stratégies de survie désespérées. Il devient un personnage, le clown de la classe. Il se transforme en un inventeur compulsif d'excuses invraisemblables pour justifier ses devoirs non rendus. Il devient un menteur magnifique, comme il dit. Et ses carnets de notes, ils sont couverts de petits bonhommes qui courent vers les bords de la page. Des petits personnages qui semblent vouloir s'échapper du papier, un prof classique qui voit juste de l'inattention, ou pire, de l'insolence. C'est tout le drame de la cécité de l'institution. Absolument. Ces dessins dans les marges, c'est des appels au secours. Des idéogrammes d'un esprit qui étouffe et qui cherche une fenêtre ouverte. L'enfant bouillonne de vie, d'imagination, de capacités narratives incroyables. Mais l'école ne capte pas cette fréquence. Le système sanctionne le symptôme, l'agitation, le mensonge, mais il ne questionne jamais la fièvre qu'il provoque. Et pourtant, c'est précisément cette énergie créatrice, perçue comme un défaut, qui va le sauver. La bascule est fulgurante. Le sauvetage de cet élève condamné ne passe par aucun protocole rigide. Aucune méthode miracle. Tout repose sur la puissance de quelques rencontres humaines. Des profs qui décident soudain de le regarder autrement. Et le vrai déclic, ça se passe en classe de 3e. Avec ce professeur de français dont l'approche est d'une ingéniosité folle. Ce prof fait un pas de côté complètement inattendu. Au lieu de punir ces énièmes mensonges farfelus, il analyse la situation. Il comprend la mécanique. Que fait ce gamin quand il ment avec autant de panache? Il raconte une histoire. Exactement. Il construit une narration. Alors, l'enseignant décide d'utiliser cette compétence cachée. Il lui propose un marché hors norme. Puisqu'il aime tant inventer des histoires, il est dispensé des dissertations classiques. À la place, il va devoir écrire un roman. Un chapitre par semaine. Le défi est énorme pour un gamin terrorisé par l'orthographe. Surtout qu'il y a une condition stricte. Non négociable. Le chapitre doit être rendu avec 0 faute d'orthographe. C'est là qu'est l'intuition de génie de ce prof. Il joue pas au psychologue de comptoir. Il va pas fouiller dans les traumas de l'enfance. Il prend la matière qui terrifie l'élève, la langue française, et il en change la fonction. L'orthographe n'est plus un outil de torture ou de sélection. Ça devient la boîte à outils indispensable pour donner vie à son propre monde. En lui commandant ce roman, le prof transforme l'identité de l'enfant. De menteur pathologique, il le sacre narrateur. Il lui donne un statut d'auteur. C'est un renversement tellement puissant. Et ce qui est rassurant dans ce récit, c'est que ce prof de français n'est pas le seul. D'autres figures lumineuses vont jalonner son parcours. Ah oui, Monsieur Baleille, ce professeur de mathématiques. Celui qui se retrouve face à la classe des cas les plus désespérés du collège. Et au lieu d'être cynique ou résigné, il déclare avec le plus grand sérieux qu'il refuse de croire en l'existence des ensembles vides chez les êtres humains. C'est magnifique. Il cherche la moindre étincelle de savoir chez ses pires élèves et il s'en émerveille sincèrement. Il y a aussi Jean Rollin, ce prof de philo avec une élégance relationnelle incroyable. Le bac, c'est un obstacle infranchissable pour Daniel. Il échoue plein de fois. Et à chaque échec, au lieu de lui faire la morale, que fait Rollin? Il l'invite à dîner dans un grand restaurant. Pour célébrer l'individu au-delà de sa performance scolaire. Il lui explique cette notion sublime du retard d'éclosion. Dans une école qui exige que tout le monde fleurisse au même moment, Rollin lui offre le droit d'avoir son propre rythme. Tous ces professeurs d'exception, ils partagent un secret commun dans leur classe. Une façon de suspendre le temps. Le fameux présent d'incarnation. C'est une notion vitale. Il ne regarde pas l'élève à travers son passé désastreux, ni à travers l'angoisse de son avenir. Il s'ancre dans la minute présente, dans l'espace physique de la salle. Il crée un sas de sécurité. Là, la matière a le temps de prendre corps dans l'esprit de l'élève. Ils transmettent d'abord le désir d'apprendre. Et ce désir débouche sur le plus beau paradoxe de cette histoire. L'ancien déchet, le cancre inéducable, choisit la voie la plus improbable. Il devient lui-même professeur. Il ne fuit pas l'école. Il y retourne, mais en passant de l'autre côté du bureau. Et pas pour faire de la figuration. Il devient un prof d'une intensité rare, parce qu'il comprend intimement la souffrance de ceux qui n'y arrivent pas. Sa propre douleur devient son meilleur outil de diagnostic. En un seul regard sur une classe, il repère les signaux faibles que les autres ignorent.
Il sait que l'incapacité d'un élève n'est presque jamais un manque d'intelligence. C'est la peur. Le vrai verrou, c'est la terreur. La terreur d'être interrogé, l'anticipation de la honte face aux autres qui ont l'air de tout comprendre si facilement. Et pour faire sauter ce verrou, il invente des méthodes totalement hors cadre. La psychanalyse grammaticale, c'est juste un moment incroyable. De la pédagogie pure. L'attention est électrique dans la classe. Un gamin en grande difficulté n'en peut plus, il jette son stylo et il hurle « Je n'y arriverai jamais !» Dans n'importe quel établissement normal, c'est l'exclusion immédiate. Dehors. Mais lui, il fait l'inverse. Il se lève, prend une craie et demande à l'élève de venir écrire sa phrase de désespoir au tableau. C'est une suspension du temps extraordinaire. La colère de l'élève est posée là, sous les yeux de tous. Je n'y arriverai jamais. Et le travail de dissection commence. Le prof cible une petite lettre, le pronom « i ». Il le pousse dans ses retranchements. Il lui demande c'est quoi ce i, il remplace quoi, c'est quelle destination que tu crois ne jamais pouvoir atteindre. L'élève est sur la défensive. Il essaye d'esquiver en lançant un « je m'en moque ». Et boum, le prof rebondit. Très bien, écris-le. Et ils attaquent le pronom en. De quoi tu te moques exactement? De quel regard? De quelle attente? La grammaire devient un miroir analytique. L'élève est obligé d'ouvrir le ventre de sa propre angoisse. Il découvre que sa panique est une structure logique. Et si elle a une logique, on peut la maîtriser. L'enseignant utilise le poison pour fabriquer l'antidote. C'est la résilience incarnée dans l'éducation. Cette philosophie culmine avec la métaphore des hirondelles. Une image d'une douceur absolue. Imagine un grand mur avec d'immenses fenêtres, grandes ouvertes sur le ciel. Et à côté, quelques petits fenestrons fermés par des vitres très propres, invisibles. Forcément, de temps en temps, un oiseau désorienté panique et percute violemment la vitre fermée. L'hirondelle s'assomme et tombe lourdement au sol. Ces hirondelles fracassées, c'est les élèves qui échouent, ceux qui ne voient pas le chemin tracé par l'institution. Et face à ce petit oiseau inerte, quelle est la responsabilité du maître? C'est sûrement pas de faire la morale à l'oiseau sur son manque de discernement ou les lois de l'aérodynamique. Le rôle de l'éducateur, c'est d'avancer doucement, de se baisser, De ramasser délicatement l'oiseau au creux de ses mains, de sentir ce petit cœur qui palpite à une vitesse folle. d'attendre patiemment que le choc passe, que les yeux s'ouvrent à nouveau, et alors seulement de relancer doucement l'hirondelle vers le ciel pour qu'elle reprenne son envol. Ça demande une empathie vertigineuse, redonner la force de s'envoler à celui qui s'est cogné contre un obstacle qu'il ne voyait même pas. Mais si on prend du recul, aujourd'hui cette histoire résonne comme un gros avertissement. Absolument. On entre dans une ère dominée par l'hyper-rationalisation, les algorithmes prédictifs, l'intelligence artificielle dans l'éducation. Les plateformes mesurent le temps de réponse, traquent la moindre hésitation, classent les performances en temps réel. La question est hyper dérangeante dans un système où chaque écart à la moyenne est vu comme un dysfonctionnement à corriger. Que vont devenir les hirondelles folles? Sommes-nous en train de bâtir un monde aussi obsédé par la norme immédiate qu'il devient incapable d'offrir ce présent d'incarnation? La machine saura-t-elle ramasser l'oiseau assommé ou va-t-elle juste enregistrer l'impact dans un tableau Excel? C'est une question qui fait froid dans le dos pour les esprits divergents. Mais il reste un dernier suspense intime dans ce récit. Un suspense presque insoutenable. Parce que, même après avoir sauvé des dizaines d'élèves, même devenu un monument de la littérature, une ombre persistait. L'ombre originelle. Comment cet homme a-t-il affronté le regard vieillissant de sa mère? Cette femme dont la terreur s'en sortira-t-il un jour ne s'est jamais totalement éteinte, même face au succès public de son fils. Comment on transmute ce doute indélébile en une force créatrice majestueuse? Pour vivre ce frisson absolu, pour comprendre l'alchimie qui transforme la honte originelle en chef-d'œuvre, il n'y a qu'une seule issue. Il faut plonger corps et âme dans cette œuvre. Il faut écouter ce livre audio ou lire cette confession incandescente, jusqu'au dernier mot. Tiens, justement, ça me fait penser, j'ai une bonne nouvelle pour vous qui nous écoutez. Ce livre est disponible sur Audible et vous pouvez le récupérer gratuitement en cliquant sur le premier lien dans la description. L'idée, c'est vraiment des narrations très immersives. Une narration professionnelle, bien incarnée, ça change absolument tout. La personne ne fait pas que lire, elle interprète, elle donne vie au texte. Ah tiens, super, en plus de la vidéo, il y a un livre audio. Si on veut juste le livre, le lien pour récupérer votre livre audio se trouve dans la description de la vidéo. Si vous avez apprécié le contenu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air et à vous abonner à notre chaîne YouTube pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Pour ma part, je vous donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, je vous souhaite une excellente fin de journée ou une agréable soirée et à très vite.